de gestion d'actifs du groupe AXA en charge de la gestion alternative. La gestion alternative, c'est tous les actifs privés. C'est 163 milliards d'euros d'actifs. La moitié pour le compte d'AXA, la moitié pour le compte d'investisseurs institutionnels tiers. Et l'immobilier représente la moitié, à peu près 75 milliards d'euros. Et là-dedans, le résidentiel fait un peu moins de 20 milliards si on considère, si on agglomère dans le résidentiel tout ce qui est résidence senior et résidence étudiante. Donc en termes de volume d'investissement en résidentiel, on a dû faire quelque chose comme 3 milliards en 2020, grâce notamment à un partenariat avec INLI, donc je suis démasquée. C'est bien, on était ravis de justement pouvoir faire une opération importante en France, parce que juste sur ces dernières années, l'essentiel de nos investissements en résidentiel s'était fait dans d'autres pays d'Europe notamment, puisque effectivement en France, et je pense que ça va être l'objet de la discussion, il y a quand même un sujet d'offre quand on veut accélérer sur cette classe d'actifs. Donc on a, et c'est intéressant aussi, c'est peut-être la perspective que je vais apporter, un regard sur le résidentiel qui va au-delà des frontières françaises, et on est notamment un gros acteur en Suisse, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Irlande, mais aussi dans les pays du Sud. On a aussi des positions en Australie ou aux États-Unis, donc on a cette capacité à regarder chacun des secteurs sous différentes géographies, différentes réglementations, différents environnements. Voilà. Merci beaucoup. On va être rejoint également par Monsieur Stéphane Imovic, de président d'Icori, qui est en chemin et qui va avoir quelques minutes de retard. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux global du marché du résidentiel et notamment de la bonne santé de ce marché, avec peut-être un retour sur les investissements passés et la progression avec les perspectives d'atterrissage pour 2021? Monsieur, oui, allez-y, Anne-Sophie. Oui, alors je suis probablement la moins spécialiste d'ailleurs, mais c'est pour ça que je réponds. Non, alors si on regarde effectivement l'évolution du marché, donc de l'investissement résidentiel, effectivement 2020 était une année tout à fait exceptionnelle, puisque 2020 a représenté des montants d'investissement de l'ordre de 6 milliards d'euros dans le secteur, mais c'est surtout 50% de plus que 2019, parce que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Donc voilà, il y a une sorte d'appétit nouveau en fait des investisseurs institutionnels pour le résidentiel, et une marche quand même très forte franchie en 2020. La tendance sur 2021, et là mes voisins en parleront, est exactement la même, parce que sur le premier semestre, on est à de l'ordre de 4 milliards, je pense, d'investissements en résidentiel. C'est notamment dû à une opération AXA INI dont mes voisins vont reparler. Donc, et c'est, je pense, l'objet de cette table ronde, c'est de se dire, voilà, enfin, pourquoi soudainement on retrouve en fait un regain d'intérêt des investisseurs pour le résidentiel. Alors peut-être pour prendre nous notre cas, CDC Habitat, nous y avons largement participé, je dirais en 2020, mais aussi en 2021, puisque 2020, crise sanitaire, premier confinement, les promoteurs immobiliers à l'époque s'interrogeaient beaucoup sur leur commercialisation de logements, et de ce fait derrière sur le démarrage des chantiers, puisque un promoteur ne démarre pas s'il n'a pas commercialisé. Donc notre groupe CDC Habitat, on est venu dans le cadre du plan de relance lancer un appel à projet auprès des promoteurs en leur disant on est prêt à acquérir 40 000 logements en VFA, ce qui est tout à fait considérable, parce que nous, à l'époque, c'était au moins 2 années de production. Et on a mobilisé des investisseurs aussi autour de cette ambition, puisqu'il fallait bien aussi la financer, sachant que ces 40 000 VFA étaient répartis en 20 000 logements, on va dire à peu près marché libre, 10 000 logements dits intermédiaires, c'est-à-dire avec un niveau de loyer inférieur à 13% ou 15% par rapport au marché, et le reste, les 10 000 derniers, du social. En 2000, donc ça a permis effectivement aux opérations de se poursuivre et aux promoteurs de poursuivre leurs opérations et de démarrer leur chantier tout au moins en début 2021. Donc quand on regarde, nous, finalement, comment ça s'est concrétisé, on avait identifié ces 40 000 logements précommandés en fin d'année 2020, on en a signé
10 000 en 2020, c'est-à-dire que ça représentait un investissement de plus de 2,5 milliards. Donc on a alimenté aussi de cette façon-là, je dirais, l'investissement résidentiel en 2020. 2021, on est sur la lancée de cet appel à projet des 40 000. Donc on va en re-signer effectivement à peu près 10 000 en 2021. Donc on voit bien que ça continue aussi, ces achats en bloc, en tout cas, continuent à alimenter clairement le marché. Et la façon dont ces logements, effectivement, par qui finalement ils sont achetés, ces logements, on avait prévu une répartition en disant 60% on les porte en propre et 40% on fait appel à des investisseurs tiers. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut compléter, Isabelle? Non, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que cet engouement pour le résidentiel, il s'est matérialisé en France, mais il se matérialise partout. C'est-à-dire que si on regarde les volumes de transactions internationaux, ils ont été complètement absorbés. Alors, il y a eu plutôt une baisse des volumes de transactions globaux en 2020 et 2021 à cause du Covid, mais il n'y avait plus rien sur le bureau et sur le retail, et tout a été fait en logistique et en résidentiel. Donc, ce mouvement, c'est le mouvement qu'on a vu dans tous les marchés et bien au-delà de l'Europe, où le résidentiel et la logistique, perçus comme des classes d'actifs défensives, ont absorbé tous les volumes en fait. Et ça continue en 2021 et on doit s'attendre à ce que ça continue en 2023. Maintenant, le problème du marché résidentiel partout, c'est un problème d'offre. Peut-être un complément à mon tour, un élément d'histoire. En 1990, dans le bilan des banques et des assureurs français, vous avez 800 000 logements. Il y en a moins de 100 000 aujourd'hui. Au début des années 2000, tous les investisseurs dits institutionnels ont quitté le secteur du résidentiel sous double facteur, une hausse des prix, donc une baisse de rentabilité locative. Autrement dit, je prenais une plus-value et j'évitais de me prendre une chute de rentabilité locative. Donc tout le monde est parti au début des années 2000. Deuxième élément, pendant très longtemps, notamment lié évidemment au taux d'intérêt, le différentiel de rentabilité entre le bureau et le logement, entre le résidentiel d'un côté ou le commercial de l'autre, faisait que l'ensemble des investissements institutionnels allaient vers, toujours la logistique, c'est resté, et allaient vers le bureau et vers le commerce. Et vous aviez, ce qui était du côté du résidentiel, un investissement soit public ou parapublic en bloc via les acheteurs que nous pouvons représenter les uns et les autres, c'est-à-dire grosso modo les bailleurs sociaux, ou de l'autre côté, de l'investissement individuel, particulier, boosté en France par des produits type le Pinel. Donc vous aviez les acheteurs en bloc privé, principalement sur le commerce et sur le bureau, et puis sur le côté du résidentiel, soit du social, soit du particulier. Il y a un grand mouvement de tectonique des plaques qui est en train de s'opérer à l'heure même où l'on parle, sous différents phénomènes. La baisse des taux d'intérêt, du coup la faible rentabilité, notamment des obligations d'État, ont opéré un retour massif des institutionnels sur le résidentiel, doublé du Covid qui a démontré une très forte résilience de ce secteur par rapport au bureau ou par rapport au commerce, donc des allocations d'actifs qui sont encore accélérées sur le résidentiel. Et puis, du côté du résidentiel, vous avez une autre évolution en cours, c'est la suppression potentielle, je dis bien potentielle, madame le promoteur, du Pinel à horizon 2024, qui fait que vous devriez avoir une petite bascule du monde des investisseurs particuliers sur le résidentiel vers le monde des institutionnels sur le résidentiel, avec des changements de fiscalité qui vont dans cette direction-là. Donc on a durable, pas durable, c'est toute la question. Est-ce qu'on le fait pour 5 ans ou est-ce qu'on le fait pour 20 ans? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une mode ou une tendance? C'est la grande question du moment, bien évidemment. Mais il y a un mouvement très important qui est potentiellement en train de se dérouler en ce moment même. Merci beaucoup. Oui, on a un peu embrayé sur la question 2. Isabelle, si vous voulez continuer. Non, on s'était noté une part sur l'appétit des institutionnels qui prend de l'importance.
Et ça a été détaillé par Benoît. D'accord, Benoît a parfaitement résumé la situation. Je pense que ce qui est juste intéressant de noter, c'est que cette distorsion du marché français, qui a été notamment liée effectivement en partie au Pinel et puis à la réglementation aussi globalement, qui a fait que les institutionnels se sont plus éloignés peut-être du résidentiel que dans d'autres. C'est pas forcément exactement la même tendance qu'on retrouve dans d'autres pays. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder comment ça se passe aussi sur d'autres marchés où, quand on regarde la Suisse, quand on regarde l'Allemagne, l'investissement institutionnel a toujours été beaucoup plus important et resté plus constant qu'en France, où effectivement on avait assisté à ce mouvement de retrait ou un basculement très fort pour le bureau, compte tenu de l'écart de rendement et aussi compte tenu de la réglementation et de l'environnement fiscal qui n'était pas forcément favorable au résidentiel. Donc c'est là où effectivement le régulateur et la puissance publique a un rôle à jouer dans l'encadrement, enfin dans le contexte qui est défini pour réattirer ou pour continuer à attirer les investisseurs institutionnels sur le secteur du résidentiel. Merci Isabelle. Stéphane, est-ce que vous avez bienvenue déjà, et est-ce que vous avez un mot à ajouter là-dessus, si vous aviez bien la question en tête? Écoutez, non, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Isabelle. Je pense qu'on est dans une période où effectivement, il ne faut pas oublier que le résidentiel correspond à une demande. Il y a une demande qui est très forte. Cette demande en matière locative s'exerce et elle s'exerce depuis de nombreuses années. On a voulu très souvent faire une France de propriétaires et de ce fait beaucoup aller plus vers l'accession. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même ce besoin. Il y a ce besoin en logement locatif à la fois libre mais également du logement intermédiaire. Ça, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, les investisseurs, compte tenu de tout ce qui a dû déjà être dit autour des rendements immobiliers, de ce fait se recentrent vers cette classe d'actifs. Et je pense que c'est une très bonne chose. Justement, comment recréer un marché du résidentiel en France avec ce juste milieu à trouver entre le public et le privé? Ça, c'est pour Benoît. On vous écoute, Benoît. Si quelqu'un a la solution dans la salle, je pense qu'on est tous preneurs. Et je vous invite à aller tout de suite rue de Varennes pour expliquer vos solutions au ministre, parce que je pense qu'ils en cherchent. Non, ça fait 20 ans qu'on se pose la question, donc on ne va pas la résoudre cet après-midi. Des pistes de réflexion. On a un décalage offre-demande en France qui est très fort et qui est de plus en plus fort. Qui est de plus en plus fort parce que vous avez une demande qui est toujours dans les zones... Alors, pour bien comprendre encore les différences avec les marchés dans d'autres pays, on a un marché en France qui est très atypique dans le sens où il n'est absolument pas homogène sur le plan géographique. Des pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, sont beaucoup plus homogènes sur le plan des besoins géographiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Mais je rappelle qu'en France, entre le prix au mètre carré de Paris, qui est à plus de 10 000 € en moyenne, et le prix du Cantal, qui doit être à moins de 1 000 €, on a des écarts absolument titanesques sur le territoire qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier élément. En Angleterre. Alors, un peu en Angleterre, effectivement. Avec une tendance très londonienne par rapport à ça, qui évidemment explose complètement les curseurs. Mais en Europe continentale, en Europe Union européenne, c'est un peu différent, bien évidemment. Donc, premier élément, cette distorsion-là, enfin, c'est pas une distorsion, mais ce décalage territorial est formidable. Ce qui veut dire qu'en France, on produit finalement beaucoup de logements, puisqu'on doit être à 400-450 000 par an sur un besoin estimé à 500 000. Sauf qu'on les produit beaucoup plus dans le Cantal qu'en Ile-de-France. Et donc, dans le jeu de la régulation offre-demande, on est encore, je dis bien encore, dans une caricature, même si elle est moins pertinente qu'estimée. Je rappelle que sur l'Île-de-France, le besoin serait de 70 000 unités par an. Sur les 20 dernières années, on a moyenné à 50 000 et on a dépassé le 70 une seule année. C'est ça le décalage formidable sur le territoire français, c'est que c'est un décalage beaucoup plus territorial que sur la masse de logements qui sont produits globalement. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, pour essayer là encore d'expliquer et non pas de trouver des solutions, nous avons aujourd'hui tous les arguments possibles et imaginables donnés pour produire de moins en moins de logements.
la pression environnementale, la pression de nos concitoyens qui veulent évidemment un rien devant chez eux, font que ceux qui sont les vrais décideurs en matière de production de résidentiel, à savoir les maires et les collectivités locales, veulent de moins en moins produire. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à cette pression environnementale d'un côté et d'acceptabilité des productions de l'autre, qui sont un frein dramatique à la production de logement. J'utilise le mot dramatique pour des raisons assez objectives, me semble-t-il. C'est que l'argument environnemental, il est évidemment très mal utilisé. Si on veut se faire un petit rappel en 2 minutes, 42% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 42% sont liées à l'étalement urbain. Quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, en progression démographique, si vous ne faites pas du vertical, vous ferez de l'étalement urbain. Donc l'argument utilisé aujourd'hui par les collectivités locales pour dire non aux productions de logements, non à la densité liée à un argumentaire environnemental est complètement erroné et contradictoire avec ce qu'il faudrait faire. Mais c'est un argument très utile, évidemment, pour refuser un projet. Et puis, deuxième élément, comme ça fait 15 ans qu'on nous explique que les élus doivent penser au quotidien de leurs concitoyens et non pas aux 20 ans qui viennent, ben, quand on pense au quotidien, on répond à l'attente du quotidien, donc je ne veux pas de logement en face de chez moi. Or, le boulot des élus, c'est plutôt de penser à 20 ans. Et aujourd'hui, c'est ce décalage-là, me semble-t-il, environnemental et sociétal, qui explique la difficulté dans laquelle nous nous trouvons en ce moment même et qui n'est pas prêt, me semble-t-il, de s'arrêter dans les mois et les années qui viennent. Anne-Sophie, après les explications, des solutions peut-être? Non, plutôt, ça marche. Plutôt une illustration. Non, ça marche pas. Plutôt une illustration, parce que effectivement, nous finalement, avec notre appel à projet là et nos 40 000 VFA, ça a été un excellent terrain d'observation, puisque c'était effectivement des logements que les promoteurs avaient prévus comme étant des logements destinés à l'accession à la propriété, pardon, à l'accession privée. Et donc, il a fallu, sur chaque opération, aller voir les maires pour dire Monsieur le maire, effectivement, le promoteur, là, il n'arrive pas à commercialiser, donc on va plutôt faire du locatif. Et il y a quand même eu un taux de chute. Et le projet était avancé, le permis avait pu être délivré par le maire, mais le fait de transformer de l'accession effectivement privée, ce qu'on peut comprendre pour un maire d'avoir effectivement des propriétaires occupants, c'est important dans la vie d'une commune, mais néanmoins on était quand même dans une situation de crise majeure, avec beaucoup d'inconnus, je dirais au premier semestre 2020. Et effectivement, ça a été difficile de convaincre un certain nombre de maires de se dire, eh bien, quelque part, nous, ce qu'on va faire, c'est de l'accession différée, parce que de toute façon, c'est des logements qui vont tourner, qui vont être revendus, je dirais, à terme, mais dans l'immédiat, ça permet à votre projet de sortir, ça permet effectivement de répondre à la crise de l'offre et donc de résoudre cette problématique logement. Et ben, néanmoins, je peux vous dire qu'on n'a pas convaincu partout. Alors, on a quand même convaincu assez largement, parce que sinon, on ne serait pas au chiffre qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, ce sujet aussi des maires qui est vraiment un faux sujet, hein, parce que l'investisseur, personne physique, mais bien souvent, il loue son logement. Donc derrière, il n'y a pas un propriétaire occupant. Mais pour le maire, il pense que ça va être un propriétaire occupant. Donc voilà, on a ce sujet-là. Après, sur la localisation, effectivement, de ne pas construire n'importe où, moi, je trouve que les investisseurs institutionnels, c'est un excellent aiguillon, parce qu'effectivement, ils sont très exigeants sur les localisations, la rentabilité, les engagements sociaux et environnementaux. Et effectivement, si j'élargis le propos à notre secteur, parfois du logement social, où les investisseurs privés ne sont pas toujours une bonne cote. En réalité, je pense que c'est souvent par méconnaissance de l'exigence de ces investisseurs institutionnels qui sont très très attentifs, voilà, à ces critères-là. Voilà. Donc c'était juste plutôt en réaction sur les solutions. On y reviendra peut-être, puisque il y a quand même eu aussi des travaux récents de la commission Rebsamen pour voir effectivement comment débloquer la production de logements et donc l'offre, hein, notamment. Mais je pense que justement, pour rajouter à ce problème du marché français, c'est aussi l'écart justement entre le social et le libre. Il y a quand même un trou béant au milieu qui est un peu comblé par le marché intermédiaire, mais on sait là aussi que justement il faut réorienter un peu les politiques publiques pour pouvoir vraiment alimenter ce segment qui finalement devrait être... Alors, je pense que les institutionnels devraient avoir leur place dans le segment très social, mais là ça soulève d'autres questions éminemment politiques, mais au moins dans le segment intermédiaire, c'est un segment qui attire... Enfin, nous, on a fait ce partenariat effectivement avec INLI sur du segment intermédiaire, qui a l'avantage
d'être dans un cadre réglementaire connu. Et quand nous, on regarde des investissements en résidentiel, notre premier critère d'investissement, c'est l'affordabilité. Alors, ça, c'est un des termes anglais que j'arrive jamais à traduire en français. C'est est-ce que finalement le niveau de loyer par rapport à la ressource du ménage est cohérent. Et finalement, quand on évolue dans un segment intermédiaire, on est très confortable puisque tout ça est encadré. On est sur un niveau de loyer réduit. Et donc, non, les institutionnels n'ont pas que de l'appétit pour le marché libre et pour les niveaux de loyer de stellaire. Au contraire, hein, quand on se fait taper sur les doigts parce qu'il y a des réglementations qui se mettent à intervenir comme à Berlin, et on l'a vu, pourtant le marché allemand était un marché très ouvert aux institutionnels. Ces réglementations qui tombent d'un coup posent énormément de problèmes. Donc on aime, nous, en tant qu'institutionnels, évoluer dans des marchés déjà régulés parce qu'au moins le cadre est fixé. Et en tout état de cause, le critère que nous, on va se fixer pour investir, c'est est-ce que le niveau de loyer est cohérent par rapport à la capacité des ménages à payer. Et je pense que c'est toute l'équation en résidentiel. Et c'est là, si on revient et si on reprisme sur le marché français, où effectivement les évolutions et ce qu'on attend en termes de changement réglementaire devraient pouvoir encourager quand même un peu plus ce secteur intermédiaire qui est le gros trou entre le très social et le libre. Oui, pour simplement ajouter l'expérience qu'on a pu avoir, d'abord sur l'aspect de l'exigence des propriétaires institutionnels lorsqu'ils investissent sur l'immobilier résidentiel, il est très fort. Et je pense qu'il est beaucoup plus fort chez les institutionnels que chez les particuliers qui accèdent à leur appartement ou à leur maison, tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur le prix et ils ne sont pas tellement concentrés sur la qualité des prestations. Nous, on a accompagné quelques grands investisseurs sur des acquisitions. Je peux vous assurer qu'ils regardent ça à la loupe. Ils regardent toutes les normes aujourd'hui. Et aujourd'hui, les normes RT 2012, ça ne leur convient pas. Il faut être sur RE 2020 autant que possible, ou en tout cas sur du RT 2012, moins 20%. C'est la qualité des plans, c'est les prestations intérieures. Et ça, je pense que c'est un élément très fort à la fois sur le plan locatif, parce que ça permet de louer dans des conditions satisfaisantes, également parce que les appartements sont très équipés, beaucoup mieux équipés que ce qu'on peut trouver, je dirais, sur peut-être le marché des particuliers. Et puis enfin, en termes de valeur, là aussi, c'est une garantie pour conserver une bonne valeur sur ces patrimoines. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur ce que disait Isabelle sur le segment intermédiaire. Le segment intermédiaire est très important et insuffisamment développé en France, bien qu'il y ait quand même des grands acteurs qui le fassent. Mais ça permettrait également aussi de désengorger vraisemblablement le secteur social, où très souvent les gens restent sur place de nombreuses années alors qu'ils pourraient accéder à du logement intermédiaire. Donc je pense que ces deux éléments sont très importants. Merci beaucoup. Isabelle, vous aviez pas un mot à ajouter. Justement, vous avez parlé du paramètre environnemental. Comment il se matérialise dans vos fonctions, votre activité et vos stratégies respectives ? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pour finir la discussion sur les institutions, pour continuer la discussion sur les institutionnels, c'est qu'on a tous la capacité, ce qui est intéressant à faire revenir les institutionnels ou du capital long terme sur le secteur du résidentiel, c'est qu'on a cette capacité à voir long et donc à prévoir les travaux, et notamment, d'abord on a des exigences nous-mêmes en matière de critères environnementaux sur tous les immeubles qu'on achète et qu'on opère, mais en plus on a cette capacité à faire les travaux nécessaires pour mettre aux normes ces logements et à le faire dans la durée, parce qu'on sait bien que la vie de l'immobilier et du logement particulier, c'est un cycle éternel de travaux et de remise aux normes, et je pense que ça, c'est aussi un élément que peuvent contribuer les institutionnels. Et je pense que c'est d'autant plus important que quand on parle d'accession, d'accession au marché locatif, il ne faut pas oublier que
pour un locataire, il y a le loyer et il y a les charges. Donc, et les charges représentent quand même souvent un élément très important de la facture à la fin du mois. Donc être capable d'offrir, de mettre fin aux passoires thermiques, d'offrir des logements qui seront entretenus dans le temps et qui peuvent être opérés avec un coût énergétique moins élevé, dans une configuration où on sait que le coût de l'énergie va continuer à augmenter, je pense que c'est une équation qui fonctionne. Merci beaucoup. Anne-Sophie, un mot à ajouter sur ce sujet ? Oui, peut-être que nous, on est très engagés aussi sur cette dimension environnementale, parce qu'on gère un parc important, donc c'est aussi un engagement fort. Aujourd'hui, dans notre parc, donc dans 500 000 logements, les logements les plus énergivores représentent 1,7%. Donc il faut encore qu'on les traite, mais on voit qu'on est passé, j'irais bien au-delà, et avec une moyenne, en fait, notre parc, il a une moyenne de consommation de 144 kWh d'énergie primaire par mètre carré, mais enfin, pour faire simple, on est en C sur la moyenne du parc. C'est quand même avec un patrimoine très ancien, ce qui est plutôt assez remarquable. Et donc, on est sur la production nouvelle aussi, effectivement, attentif à aller plus loin que la RT 2012, comme ça peut être évoqué. Moi, je voudrais juste redire un mot sur ce qui a pu être dit sur le logement intermédiaire, parce que nous, on a fait une enquête pour voir qui ont logé vraiment dans le logement intermédiaire. Et ce qui est très intéressant, effectivement, par rapport à la problématique du logement social, c'est que, on va dire, le profil moyen, c'est un ménage, 38 ans, un enfant, qui a pour projet de rester 5 ans dans le logement intermédiaire et de partir vers l'accession. Donc on voit bien que c'est vraiment un produit de passage qui a vraiment son utilité sur le marché pour favoriser les parcours résidentiels et aussi le cas échéant pour ressortir du social. Et je pense qu'on peut aussi quand même souligner, puisque vous évoquiez tout à l'heure les blocages éventuels ou quelles étaient les solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, Benoît Apparu et moi, on rentre du congrès HLM qui s'est tenu la semaine dernière. Alors c'est un autre sujet, on est sur le logement social, mais néanmoins, donc il y a eu un certain nombre d'annonces du Premier ministre. Et je trouve que depuis très longtemps, on n'avait pas entendu un discours où, devant un congrès de bailleurs sociaux, le propos a toujours été logement social et logement intermédiaire. Pour bien montrer effectivement ce qui est important, c'est toute la chaîne du logement et pas que effectivement le sujet du logement social. Et donc avec des mesures dont on espère qu'elles vont avoir un peu d'effet sur la production de logements, puisque dans ce que disait Benoît Apparu tout à l'heure, effectivement, c'est les maires qui sont quand même décisionnaires à un moment donné de produire. C'est vrai moi je pense qu'on est une espèce de tournant quand même dans nos métiers, puisque quand on ajoute la crise sanitaire qui amène quand même une réflexion très forte sur les modes d'habitation demain, la nature en ville, les espaces extérieurs généreux, on est obligé d'intégrer ça et on ne doute pas que les investisseurs l'intégreront aussi. Donc crise sanitaire qui vient nous faire réfléchir sur les modes d'habiter demain. La loi climat qui nous dit il faut moins artificialiser les sols. Donc évidemment, ça veut dire faire plus de densité à un moment donné où les concitoyens ne veulent pas de densité. On voit quand même qu'on a un paradoxe à gérer. Et donc là, ça veut dire que nous, il faut qu'on travaille sur nos modes de production. Comment on produit du logement demain, plus vertueux. Donc c'est aussi quand même un sacré enjeu. Et puis donc, j'ajouterais que les maires, depuis les dernières élections municipales, nous opposaient très souvent la question de la fiscalité, en disant, écoutez, nous on n'a plus la taxe d'habitation, donc on regarde beaucoup plus la taxe foncière, et donc aujourd'hui on n'a aucun intérêt à construire parce qu'on ne saura pas financer nos équipements. Donc dans les mesures quand même importantes qui ont été annoncées, c'est que donc le logement intermédiaire bénéficie aujourd'hui d'une exonération de TFPB pendant 20 ans. Donc cette exonération de TFPB va être supprimée, donc les maires vont retrouver leur taxe foncière, et nous en tant qu'opérateurs ou investisseurs, on sera compensé par un crédit d'impôt, donc ça sera neutre pour nous. Donc voilà, ça c'est quand même un signe fort envoyé. Alors après, il faut que les maires s'en saisissent, mais là je me tourne vers un élu. Peut-être deux remarques complémentaires. Je reviens sur ce qu'évoquaient tout à l'heure les acteurs institutionnels qui sont autour de la table et qui sont évidemment beaucoup plus représentatifs que nous ne le pouvons l'être avec Anne-Sophie sur ces questions-là. Mais quand même, l'acteur institutionnel, quand on regarde par exemple la question environnementale et que vous regardez les taux de passoires énergétiques en France, le taux de passoires énergétiques en France, il est principalement chez les propriétaires occupants. Beaucoup plus que chez les propriétaires institutionnels. Que ces propriétaires en bloc soient du privé ou du parapublic comme nous sommes beaucoup plus attentifs à la qualité patrimoniale que ne le sont les propriétaires occupants. Les propriétaires individuels investisseurs qui sont en Pinel
étant là encore peut-être une troisième catégorie qui sera peut-être celle qui regarde le plus les choses. Et donc, c'est peut-être contre-intuitif, mais oui, les acteurs institutionnels, pour le très social, pour le social, pour l'intermédiaire, comme pour le privé, sont beaucoup plus sécures sur la qualité du patrimoine et sa caractère environnementale et les attentes sociales qu'on peut en avoir que le propriétaire individuel. Premier point. Deuxième point, et ça fait le lien, ce que vient d'évoquer Anne-Sophie Grave à l'instant. La tectonique des plaques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on bascule du Pinel vers le logement intermédiaire? Le Pinel et le logement intermédiaire, c'est le même produit du point de vue du locataire ou du propriétaire, puisqu'on a les mêmes plafonds de loyer et les mêmes plafonds de ressources. C'est le même produit. La différence, c'est la fiscalité qui est utilisée pour produire l'un ou l'autre. Il y en a un qui est sous impôt sur le revenu et dédié exclusivement à l'investisseur particulier, et l'autre qui est sous IS, dédié exclusivement aux personnes morales. Mais sinon, c'est le même produit du point de vue du locataire, c'est pas le même produit du point de vue de l'investisseur. Et c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre là, c'est quoi? C'est quelque part, on va éteindre le Pinel d'ici 2024. Du point de vue de l'État, ils veulent conserver, ce qui est normal, un loyer modéré par rapport au marché du libre. Donc, ils mettent un coup de booster sur le logement intermédiaire pour avoir une bascule de production du Pinel vers l'intermédiaire en substituant l'investisseur institutionnel à l'investisseur particulier. C'est ça le jeu qui est en train de se dérouler et qui est effectivement majeur pour retrouver massivement du bloc. Et là encore, on a ce petit risque qu'évoquait Anne-Sophie sur les collectivités locales. La collectivité locale, quand elle entend un promoteur lui dire « je fais une bulle de vente », le maire, il entend de l'accession à la propriété. Et il oublie qu'en Île-de-France, 50% des produits en bulle de vente sont en Pinel ou en investissement locatif et 50% en accession à la propriété, que le ratio est à 70-30 en France entière, et que si vous prenez des marchés très atypiques comme Toulouse, on est à 90% en Pinel, 10% en accession à la propriété. Et donc, il y a une déformation de compréhension de la réalité de ces marchés-là par les collectivités locales, et on a un besoin massif de pédagogie pour mieux faire comprendre ce qu'est l'institutionnel, ce qu'est le logement locatif intermédiaire que nous produisons. Pour ce qui me concerne, j'essaie de pousser à ce que ce nouveau logement locatif intermédiaire s'appelle le Pinel institutionnel. On le vendra beaucoup mieux aux collectivités locales comme ça. Des réactions, oui, on vous écoute, Isabelle. Non, mais je pense que votre question d'après, c'était au sujet des institutionnels et notamment des fonds étrangers qui viennent et donc qui ont parfois tendance à faire la une des journaux, mais parce que je pense qu'on confond plein de choses. Il y a, dans le monde institutionnel, c'est un monde qui est composé essentiellement, si on oublie les parapublics, qui est composé d'assureurs et de fonds de pension, donc de caisses de retraite. Et donc ça, c'est de l'argent de l'épargnant qui vient s'allouer sur des actifs différents et notamment sur le résidentiel. Et nous, quand on vend des fonds résidentiels ou des produits résidentiels, que ce soit à AXA en tant qu'investisseur institutionnel ou à d'autres investisseurs institutionnels européens, internationaux, fonds de pension ou caisses de retraite, on leur vend un return et un rendement cohérent avec les rendements qu'on voit à l'acquisition. Donc, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, suivant les niveaux de levier, etc., la structure du véhicule, le niveau d'imposition, autour de 4-5%. Ce qui est très différent de ce que promettent des fonds dits de private equity, qui ont pu s'intéresser aussi à certains moments dans certains cycles, notamment récemment sur les marchés plus du sud de l'Europe, où ils ont fait des gros investissements résidentiels et où là, on promet des rendements à double chiffre. Et sur des périodes d'investissement beaucoup plus courtes. Donc, il y a effectivement une partie de l'investissement qui est drivée par un modèle de private equity avec des espoirs de rendement très élevés, des niveaux de levier beaucoup plus élevés. Et là, on est effectivement dans une problématique qui n'adresse pas forcément les besoins en logement du pays, hein, parce que ça va être des stratégies qui vont maximiser les loyers dans un effet court terme, pas forcément les travaux pour remettre ces logements au bon niveau environnemental, etc. Donc,
Quand on parle d'investissement institutionnel, et en tout cas celui qu'on représente, je pense que celui que vous représentez aussi, c'est des investisseurs de type assureur qui viennent avec des niveaux de rendement tout à fait raisonnables et cohérents et qui s'inscrivent dans le long terme. Quand on fait des fonds d'investissement en résidentiel, et en général on n'en fait pas plein, on n'en fait qu'un parce qu'on évite que justement il y ait des sujets d'allocation d'un fonds à l'autre, mais surtout on les fait de manière ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horizon de temps. Les investisseurs qui rentrent dans ces produits, ils viennent s'allouer sur des gestions longues, à plusieurs dizaines d'années. Et certes, le patrimoine peut tourner. À un moment donné, on fait vivre ce patrimoine, mais il n'y a pas d'horizon de temps extrêmement court. On n'est pas sur une logique de taux de rendement à court terme très élevé. On est plutôt sur une logique de cash flow long, et donc d'investissement pour maintenir ce patrimoine à niveau et permettre qu'il continue à délivrer ce qu'il délivre, c'est-à-dire un rendement constant au-dessus des taux d'intérêt. Dans le marché actuel, ça a de la valeur parce qu'il y a un différentiel effectivement entre le rendement du résidentiel et les taux d'intérêt. Et en plus, le résidentiel, son intérêt, c'est que c'est sans doute le segment de l'immobilier qui a la meilleure indexation à l'inflation. Donc pour des investisseurs de long terme qui ont des passifs longs, rentrer sur des investissements, certes avec des rendements faibles par rapport à ce que parfois promet le secteur alternatif, mais bien indexé à l'inflation et régulier avec une vision long terme, c'est une équation qui marche encore plus effectivement dans un environnement de taux bas. Merci beaucoup Isabelle, merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes quelques questions. Est-ce que notre audience aurait également des questions à soumettre à nos quatre intervenants, pardon. Aucune question. Du coup, j'en avais une qui me vient de ce que vous avez décrit tout à l'heure. Vous avez évoqué la commission Rebsamen. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette commission, de leurs travaux plutôt? Anne-Sophie, allez-y. Alors, ils ont déjà délivré, quand même. Ils ont délivré un premier tome. Voilà. Et un premier tome qui était bienvenu puisque les dispositions ont été livrées là pour éventuellement être prises dans le projet de loi de finances. Donc c'est essentiellement ce que... Nous on était très clairement plutôt satisfaits parce qu'on a œuvré effectivement pour les mesures que j'évoquais tout à l'heure. Et de ce fait, on est content de les avoir vues aboutir. Il y en a une alors qui concerne moins cette table ronde, mais qui concernait aussi le logement social, mais c'est le même sujet de l'exonération de TFPB, où l'État va compenser pendant toute la durée du mandat municipal, jusqu'en 2026, l'exode de TFPB pour les collectivités. Donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important aussi pour nous? Parce que si vous voyez, nous, on raisonne, même si on est des opérateurs importants aussi dans le domaine du logement social, il est rare qu'une opération, ça soit qu'une opération de logement social. C'est souvent des opérations mixtes. Et on sait que, on va faire du social, de l'intermédiaire, de l'accession privée à la propriété. Et donc, ce qui est important, c'est que le mécanisme reparte, quoi. Donc, on était quand même content aussi d'avoir ces mesures sur le logement social, quand même sur toute la durée du mandat municipal jusqu'à 2026. Je pense que c'est on peut saluer ça. Après, il y avait des mesures sur le foncier public, accélération de la mobilisation du foncier public. Bon, c'est des sujets qu'on a quand même souvent entendus, n'est-ce pas? Voilà. Bon, donc on va voir. Mais on était vraiment nous sur ces sujets-là qu'on avait identifié le plus comme blocage. C'est un point complémentaire. Je reviens pas sur ce que vient de dire Anne-Sophie Grave. Ça, c'était le tome 1. Ensuite, il y a un tome 2 à Rebsamen qui est attendu dans quelques jours, quelques semaines, où on espère que la Commission va dessiner ce qui pourrait être fait après la présidentielle. Parce qu'il y a un certain nombre de sujets dont je vois mal comment ils pourraient être traités avant. Et notamment le sujet des points de blocage que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'opposition des maires aux constructions pour une multitude de raisons qu'on a évoquées. Et l'enjeu, c'est finalement de simplement respecter la loi existante. Sans rentrer dans trop de techniques, mais dans le droit de l'urbanisme français, la collectivité locale élabore ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle définit sur la commune ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et ensuite, l'opérateur, que nous sommes, ou les promoteurs, peu importe qui, dépose ce qu'on appelle un permis de construire. Et la commune est censée juste vérifier
vérifier si le permis est conforme au document de rang supérieur qui s'appelle le PLU. Et normalement, ce choix-là est un choix de légalité, qui est un contrôle de légalité, de conformité. C'est pas un contrôle d'opportunité. Autrement dit, c'est pas c'est beau, c'est pas beau, ça me plaît pas, c'est assez haut, c'est pas assez haut. Normalement, c'est juste, est-ce que c'est conforme? Je tamponne. Si c'est pas conforme, je tamponne pas. Alors, le problème, c'est que les maires, les collectivités locales ont décidé que le permis de construire était un document d'opportunité. Et comme il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui ont le courage, et je les comprends, d'attaquer au tribunal, parce que sinon ils sont cramés dans la commune, et ben, du coup, les maires ont pris un pouvoir qui n'est pas le leur, et il faut juste faire un truc, respecter le droit positif existant. Et une fois qu'on aura fait ça, ben, on aura probablement libéré pas mal de choses. Est-ce qu'on va le faire? Pas simple, parce qu'un pouvoir central, aujourd'hui, qui accepte ou qui a la volonté d'aller en lourde contradiction avec la volonté des collectivités locales, c'est pas le truc le plus à la mode qui soit, mais c'est pourtant ce qu'il faudra faire. Merci beaucoup. D'autres réactions? Dans ce cas-là, on a... Oui, moi, peut-être un mot, mais qui est pas tant de la commission Rebsamen, c'est par rapport à la loi climat et cette question quand même qui dit qu'il faut diminuer de moitié le rythme d'artificialisation des sols dans les 10 ans à venir. Donc on comprend bien les finalités et on ne peut que les partager. Mais néanmoins, si les textes d'application de cette loi mettent beaucoup de temps à arriver, les élus vont quand même avoir beaucoup de mal à se dire mais comment je traite ce sujet de la non-artificialisation des sols. Et c'est souvent le sujet, hein, c'est que voilà, un texte en bouscule un autre, mais après voilà, les décrets arrivent beaucoup plus tardivement et on ne sait pas comment appliquer la loi et donc du coup on attend. Et donc ça ne va pas du tout lorsque les collectivités attendent. Donc là c'est un vœu pour effectivement plutôt l'administration. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes quelques questions. On va enchaîner ici avec la clôture de l'événement, à savoir une conférence sur le bureau à la conquête de l'espace, puis sur l'hypermétropolisation, les territoires à la rescousse par monsieur Jean-Christophe Fromentin, et qui est un maire bâtisseur plus peiné par les recours abusifs que les permis de construire. Merci à tous.